Radio Rec, it's on air. Bonsoir, nous sommes le jeudi 23 mars 2017, bienvenue dans ce 13e numéro de Descartes en main. Le travail est au cœur des débats politiques depuis bien longtemps et d'autant plus depuis la montée du chômage en France à la suite de la crise économique de 2008. Au-delà des traditionnels clivages idéologiques, comment peut-on agir efficacement pour mettre en œuvre une politique qui remette le travail à sa place dans la société? C'est ce que nous allons voir ce soir. Radio Rec, Descartes en main. présenté par Marc. Pour aborder ces différents sujets seront avec moi donc ce soir Nicolas et Florent. Bonsoir messieurs. Bonsoir Marc. N'hésitez pas évidemment à contribuer, à poser vos questions et à réagir sur cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Alors on débute tout de suite notre émission de ce soir qui s'intitulera Flexi-sécurité versus revenu universel, le travail à l'épreuve de la réalité. Et donc avec moi ce soir Nicolas et Florent, donc aujourd'hui un sujet qui fait l'actualité, puisque vous avez certainement dû voir, je fais référence au débat de cette semaine sur le débat présidentiel, diverses analyses à propos notamment du droit du travail et notamment cette question posée par Benoît Hamon sur le revenu universel et ce à quoi Nicolas a décidé de réagir à propos notamment de la flexi-sécurité. Bon, le sujet vous le connaissez à peu près tous, la flexi-sécurité, donc un petit peu l'idée de simplifier tout ça, et de l'autre un revenu universel. Est-ce qu'on peut tout à fait opposer les deux? Est-ce que l'un est l'opposition à l'autre? C'est justement ce que nous allons voir. Et déjà, la première question que certainement vous vous posez, vous qui nous écoutez, déjà, j'aimerais interroger Nicolas sur la raison de ce titre. Et oui, flexi-sécurité versus revenu universel, le travail à l'épreuve de la réalité. Eh bien, la flexi-sécurité, comme tu as commencé à le dire Marc, la flexi-sécurité, c'est le nom que l'on donne aux politiques visant à simplifier le travail dans une société. Elle est souvent mise à l'épreuve dans les pays elle est souvent mise en œuvre, dans les pays du nord de l'Europe. Plus petit que la France, elle consiste à rendre plus flexible le marché du travail, mais à sécuriser les parcours des travailleurs. Ainsi, l'employeur peut se séparer facilement de sa main-d'œuvre, les employés peuvent quitter facilement leur travail, mais derrière le marché est plus flexible et donc il est plus facile de retrouver un poste, de changer de direction, etc. Par ailleurs, l'État met en place des mécanismes d'aide qui permettent d'aider les chômeurs durant la période avant qu'ils retrouvent un emploi. Le revenu universel, lui, est un revenu que l'État verse à tout le monde, une base. L'idéologie derrière cela est multifacette, il permet de créer un système d'égalité où tout le monde touche une somme similaire. Ainsi, lorsque vous êtes au chômage, en maladie ou autre, vous continuez à toucher cette somme. Votre travail vous permet de vivre plus décemment, mais aussi d'économiser. Aussi, l'objectif du revenu universel est de simplifier les revenus rattachés à l'État-providence. Dans le débat actuel en amont de l'élection présidentielle, la flexi-sécurité serait schématiquement portée par Emmanuel Macron et le revenu universel par Benoît Hamon, mais chacun l'interprète à sa manière, et comme toutes les promesses de campagne, elles seront soumises à l'épreuve de la réalité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Benoît Hamon a été sommé de s'expliquer sur sa mesure très coûteuse a priori. Alors, présenté comme ça, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser que la flexi-sécurité et le revenu universel, c'est quand même deux domaines tout à fait opposés. Avec d'un côté, justement, le Macron, dont on dira qu'il est social-libéral, et Hamon, qui est plutôt donc le représentant de l'État-providence, la gauche, etc. Mais bref, si on va un peu plus loin, est-ce que ton objectif serait de nous expliquer comment on pourrait être tenté en France par la flexi-sécurité? Est-ce que Macron, par exemple, pourrait être celui qui va diligenter une telle affaire? Et oui, la France repose sur un droit du travail très lourd. C'est l'idée que plus on en met, plus on protège. Et on l'a vu l'an passé, dès que l'on touche au code du travail, on se heurte à la résistance d'une partie des travailleurs. On est là dans l'antithèse de la flexi-sécurité. Celle-ci fait peur car, avant tout, elle ne protège pas les employés. Alors prenons ce parti de passer outre les réticences et admettons qu'on se lance dans la flexi-sécurité. Le travail, cette précision me tient à cœur, c'est ce qui permet de subvenir à ses besoins. Quand certains discours mettent la valeur travail au centre de tout, on entend là un discours orienté économiquement vers les entreprises. Rappelons que si le travail est l'activité principale de la vie en société, outre le sommeil bien sûr, il doit demeurer un outil de l'épanouissement personnel avant tout. Alors, allons jusqu'au bout de l'idée. Un article du magazine M du Monde du 7 mars 2017 porte ce titre « Pas d'horaire, des congés illimités, l'entreprise idéale est néo-zélandaise ». En effet, chez Rocketworks, la vie semble bien plus cool que dans de nombreux jobs. Allez, je vous rassure tout de suite, il s'agit d'une entreprise de création de jeux vidéo. On peut alors se dire que les gens y travaillent
qui y travaillent sont des passionnés, mais passons, les horaires, les absences y sont mis à plat. Tant que le travail est fait, l'entreprise est satisfaite. Vous pouvez donc vous absenter pour enterrer votre chat ou prendre une journée tranquille au soleil. L'article nous dit qu'il n'y a pas d'abus de surcroît. Alors, moi, bon, c'est tout à fait intéressant, mais sur la question de fond, est-ce que bon, la France peut être parée à ça? Là, tu as parlé de l'exemple néo-zélandais, tu as parlé du Nord également. On sait bien que les traditions économiques diffèrent dans certaines zones géographiques, il faut le rappeler. Il y a aussi un enjeu culturel qui est derrière, l'enjeu aussi d'économie. Alors, bon, les jeux vidéo, j'ai rien contre, hein, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça, de cette option dans la société en tant que telle? Eh ben, le généraliser. Non, bien sûr, ce n'est pas possible, je rigole, mais aujourd'hui, quel intérêt de rendre les choses si complexes lorsque le travail des autres ne dépend pas directement de votre présence au travail? On a fait du cadre, celui qui est le travailleur, hein, pas du cadre de cette réforme, l'homme a tout faire à son poste. Entre la loi et la réalité, il y a une multitude de contrats de travail et de modalités concernant les congés, les horaires et autant de possibilités de passer outre. On a même été en 2016 jusqu'à introduire un droit à la déconnexion. Alors je n'ai pas encore abordé la question, et je n'ai même pas abordé la question des CDD, CDI comme type de contrat. Il faut donc des règles qui cadrent davantage qu'elles ne contraignent. Aujourd'hui, pour vous absenter de votre travail, vous suivez des règles émanant du Code du travail, de la convention collective, du règlement intérieur, du contrat de travail, des directives de votre supérieur. Cela est-il vraiment utile? Pas toujours. Tous ceux qui devraient pouvoir adopter ce modèle, je ne sais pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Tous ceux qui le pourraient devraient pouvoir adopter ce modèle. Je ne veux pas venir travailler aujourd'hui et je peux me le permettre. Je ne viens pas et on avertit dans les règles de l'art ma hiérarchie. Cela sous-entend de redonner du sens au dialogue entre l'employé et sa direction. De vrais objectifs sont fixés à la bonne fréquence. Ils sont sincères, atteignables et admis entre les deux parties. Les prud'hommes demeurent un rempart à toute dérive. Pour le travail interdépendant, celui principalement des ouvriers, ceux qui travaillent à la chaîne, ou celui dont vos horaires sont dépendants, bien sûr, ou interdépendants entre vous, eh bien, il faut un cadre plus strict tel qu'il existe aujourd'hui. Mais pour ceux qui peuvent s'en passer, eh bien, faisons outre. Moi, je peux pas m'empêcher d'y voir quelque chose d'assez clair. Le fait de pouvoir décider si le travail est fait, tant mieux, et peu importe, vous pouvez gérer votre temps, très bien. Moi, je suis tout à fait pour. Sauf que je suis pas sûr que les citoyens français soient aussi disciplinés que des pays qui ont vécu et qui vivent dans un schéma comme celui-ci. Alors, pourquoi pas? Mais bon, la flexi-sécurité dans tout ça, il faut en reparler, parce que là, on est parti un petit peu, tu nous as donné envie d'y croire, mais surtout, la flexi-sécurité, je vais y arriver dans tout ça, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le prolongement. Allez, on simplifie les rapports de force employés-dirigeants. Oui, les patrons sont méchants et peuvent vous virer. C'est le cas et ça le sera toujours. On parle de leur entreprise, de leur propriété, ce qui vous permet de vivre chaque mois. Oui, les employés leur sont soumis et alors? Si on va jusqu'au bout de l'idée, fini le CDD, le CDI, faisons un contrat qui lie les deux parties, un contrat de travail à durée indéterminée, la relation débute et se terminera par la décision d'une partie, voire des deux. Vous ne donnez pas satisfaction, que cela soit légitime ou non, quel intérêt de rester dans l'entreprise? Vous devenez chômeur, à condition de simplifier là encore et de donner de l'intérêt économique à être en situation d'emploi, vous vous hâtez d'en retrouver un d'emploi. Et le marché étant décomplexé, vous en retrouvez. N'oublions pas qu'aujourd'hui de nombreuses personnes ne peuvent quitter leur emploi à cause des mêmes contraintes qui font que les employeurs ne peuvent pas se séparer facilement de vous, quoique. Alors, la flexi-sécurité est-elle applicable en France? Oui, tout est possible, mais pour quel résultat? Elle se heurte à une réalité, chaque emploi disponible n'est pas pourvu car il n'intéresse pas forcément. A l'inverse, le nombre de chômeurs témoigne de l'indisponibilité de certains emplois. À cela s'ajoutent les chômeurs volontaires. Faire une telle réforme n'aurait pas forcément les effets escomptés. Face au risque du règne des entrepreneurs face aux employés, faut-il y aller? Je dirais qu'avons-nous à perdre? Aujourd'hui, le droit est difficilement applicable, tellement il est complexe et chargé. Simplifions et voyons ce que cela donne. Donc si on te suit bien, il faudrait plutôt une flexi-sécurité plutôt que le revenu universel pour relancer le moral des Français au niveau politique.
Pas forcément plutôt que. Le revenu universel reprend les prestations sociales, il peut être un socle à la flexi-sécurité justement. Entendons-nous, je ne parle pas forcément de la conception de Benoît Hamon de ce revenu. Il fait là une proposition précise dans le cadre d'un programme électoral, mais la notion de revenu universel, dont le montant est à définir consciencieusement, n'est pas abstraite. On peut faire un socle d'universalité et définir un certain nombre restreint de prestations sociales qui n'entrent pas dedans. Les points positifs de cette politique sont la simplification éventuelle et l'égalité effective de ce revenu. Les points négatifs peuvent être le fait de concurrencer le travail comme étant ce qui permet de subvenir à ses besoins, la fameuse valeur travail vertueuse. De plus, toute la question de son niveau et de son coût risque de donner une grande part de la gestion du risque aux assurances privées chargées de couvrir ce que le revenu universel ne couvre pas. L'action de Benoît Hamon démontre le problème qu'il y a à partir d'un concept et d'en faire une politique publique qui n'est plus dans la logique du concept. Il proposait un revenu universel, ce qui a séduit ses électeurs des primaires. Aujourd'hui, il semble proposer un revenu d'existence qui, quoi qu'on en dise, n'est plus universel. On peut souscrire à ce qu'il propose, mais ce n'est en aucun cas un revenu universel plein, et donc il ne se soustrait plus aux prestations sociales. Au mieux, il corrige quelques problèmes de la répartition actuelle, au pire, il les aggrave. Alors, le constat est plutôt pessimiste pour le coup, mais alors, voilà, d'autres solutions peut-être Que le revenu universel. que le revenu universel, ça serait Alors, pas mal. Il y a d'autres possibilités que le revenu universel. Redonner du pouvoir d'achat en baissant les cotisations sociales. Dans ce cas, on réforme en prévenant que les prestations sociales devront être payées directement par l'usager ou par le biais d'assurance. En fait, tout est possible. Mais il s'agirait d'appliquer les politiques plutôt que d'y aller par touche. Les concepts de revenu universel ou de flexi-sécurité ont des avantages comme des limites qu'il convient de définir pour mieux y remédier. Le débat de lundi en vue des élections présidentielles l'a d'ailleurs démontré. Et je n'ai pas surfé dessus pour préparer cette chronique qui avait déjà été préparée à l'avance. Enfin, quand on parle du travail et de temps de travail, on ne peut pas oublier la durée du travail, et là-dessus je me permettrai une réflexion. Pourquoi y a-t-il une discrimination sur l'âge de départ à la retraite ? Les carrières doivent avoir une durée minimale identique, mais pourquoi la joue-t-il ? C'était simplement pour faire écho à une émission précédente où on parlait de l'espérance de vie il n'y a pas si longtemps, et là pour le coup pour faire référence au débat de lundi où la question des retraites a été évoquée durant le débat sur TF1. Bon, si tu devais conclure ton propos, tu dirais quoi ? Alors, Faut conclure. Voilà, s'il faut conclure, ce conclure. propos, référence au débat que nous avons organisé à l'université, présenté par Florent, qui demandait aux candidats, bien sûr, de s'arrêter. La flexi-sécurité, le revenu universel et finalement toutes les politiques visant à réformer le travail sont lourdes financièrement et sont des pistes à creuser. Après, idéologiquement, chacun se fait son avis. Pour ma part, mais nous allons pouvoir en discuter, plus de flexibilité serait un avantage pour les employeurs et les employés dans certains cas, à condition que les règles du jeu soient claires, simples et efficaces. Autrement dit, on simplifie et on crée les conditions de la discussion, le cadre général fixé par l'État et le dialogue social au plus près du terrain, quitte à supprimer les accords de branche, les conventions collectives et j'en passe. C'est comme les collectivités territoriales finalement. On renforce au plus près du salarié. Comment ? Par le biais du contrat de travail et des objectifs annuels. Par le biais du règlement intérieur également. Un exemple sur les 35 heures. On laisse un cadre légal, 35, 36, 37 ou 72. Ça chacun. Après, c'est les politiques qui décident et avec les partenaires. Mais on peut définir combien chacun travaille et combien il touche en compensation. Cela demande également de réformer le système du chômage et Pôle emploi. Mais là, si vous êtes des fidèles de l'émission, vous aurez compris que j'y souscris tout à fait, étant donné que ça ne ressemble plus à grand chose aujourd'hui. Merci Nico. Alors, une première question que j'aimerais poser à Florent sur le thème un petit peu plus général. Quelle réponse peut-on apporter, quelle analyse peut-on porter à ce qui a été présenté par Nicolas, d'un point de vue très général ? Alors, pour partir d'un point de vue général, je t'écoutais attentivement, et sur les deux mesures que tu as expliquées, à la fois la flexi-sécurité et le revenu universel, une question pour moi s'est posée, quelle est la place de la confiance dans tout ça ? Alors, en économie, on sait, la confiance, c'est très important. Par exemple, la monnaie, votre billet de 50 €, celui que vous avez dans la poche, ce n'est qu'un bout de papier. Pourquoi il vaut 50 €? Parce que c'est une norme collective qu'on a décidée et qu'on a dit, ça vaut 50 €. Le jour où cette norme collective tombe, ce bout de papier, vous pouvez vous torcher avec, clairement. Et c'est pareil dans le reste de l'économie. Et là, je vois dans ces deux mesures des manques de confiance flagrants. La flexi-sécurité, pourquoi? En gros, si j'ai bien compris, c'est tu peux me virer, mais je peux me casser quand je veux. Où est la confiance? Où est le rapport qu'il peut y avoir entre le salarié et l'employeur pour faire avancer à la fois l'entreprise et le salarié?
C'est-à-dire qu'en fait, on renforce un petit peu les deux côtés, en gros. Exactement, Voilà. c'est tout le monde en a rien à foutre de personne. On parle des systèmes allemands ou danois. Au Danemark, par exemple, il y a moins de chômeurs par conseiller de Pôle emploi, si on peut appeler ça comme ça là-bas. 17 contre 120. Il y a plus de personnes aussi qui sont syndiquées. 7,7% en France contre 67,2% au Danemark. Du coup, un syndicat danois a d'autant plus de force que ce que notre syndicat à nous, qui représente quasiment personne, est un clown. Ensuite, sur un pays de 6 millions d'habitants, par rapport à un pays de 66 millions, même par rapport à l'Allemagne, du coup, là on peut le savoir, hein, j'ai pas les chiffres, mais en Allemagne, la place des syndicats est aussi bien plus forte. Plutôt que de notion de flexi-sécurité, je resterai sur la notion de flexibilité au sens propre du terme. C'est l'offre qui s'adapte. Pour quelques idées, par exemple, la polyvalence des salariés selon la demande. Une entreprise, on sait que c'est pas tous les jours pareil. Un jour, elle aura plus de commandes, un jour, elle en aura moins. Pareil pour d'autres. Pourquoi pas? C'est une proposition qui avait été faite il y a quelques années. Une embauche de salariés par des sortes de, j'aime pas le mot, mais de coopératives d'entreprises, par plusieurs entreprises qui se partageraient l'employé en fonction. Si l'entreprise A a aujourd'hui plus de boulot à faire, on va mettre les salariés plutôt là-bas que la B où il y en a moins, et vice-versa, histoire que tout le monde ait tout le temps du boulot et qu'on puisse répondre aussi à cette demande. Ça demanderait aussi aux salariés, du coup, à la fois de s'adapter, mais aussi de s'impliquer dans la vie d'une entreprise. C'est pareil par rapport à la simplification, par exemple, du Code du travail. On sait que dans l'ordre, c'est la loi Code du travail qui est complété par les accords collectifs, complété par les accords de branche, complété par les accords d'entreprise, complété par le contrat de travail. Je pourrais répéter, c'est très compliqué. T'as oublié le règlement intérieur. Oui, ensuite. On rajoute, là, attention. Oui, encore un. Mais merci, tu apportes de l'eau à mon moulin. bien sûr. Adapter les conditions et les règles à chaque entreprise. Par exemple, promouvoir plutôt qu'un code unique, basique, pour tout le monde, alors que dans chaque cas est différent, et à chaque jour c'est même différent, on peut le dire, ça bouge tout le temps. Pourquoi pas ne pas figer, donner plus de place à une gestion d'ensemble, promouvoir des négociations internes, établir un vrai dialogue du coup entre le salariat qui serait du coup représenté, mais pas d'une façon clownesque comme je dirais tout à l'heure, ça n'engage que moi. Et inclure du coup les salariés dans la stratégie d'entreprise. Ça avait été fait dans les années 70 en France, où on avait donné aux salariés une participation dans l'entreprise, du coup une voix. C'était la première fois qu'on voyait ça. On avait des salariés qui pouvaient intervenir là-dedans. Ça, c'est concernant la flexi-sécurité. Mais en donnant... C'est pas démocratisé, hein, pour le coup. Non, ça c'est pas Et puis, démocratique. c'est pas démocratique. En donnant... Puis, alors, je te donne la parole, Nicolas, avant tout de suite. Faut rappeler aussi que par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il y a le patron tout puissant face aux petits ouvriers, aux petits employés, etc. Il faut rappeler aussi, et tu l'as bien fait avec l'exemple, par exemple, des syndicats, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats n'ont plus le rôle qu'ils avaient à l'époque. Tu rappelais des années 70, mais je rappelle surtout depuis les années 80. Bref, mais là où Florent a raison, enfin, en fait, on est d'accord sur la finalité, mais pas forcément. Par exemple, l'exemple de donner une voix à chaque employé, ça rejoint mon idée que les syndicats, puisque Marc le stipule, sont un peu désuets, pourquoi pas les supprimer? On donne une voix à chaque salarié, et finalement, derrière ça, on n'est pas là à se réunir tous les 4 ans pour faire des élections de représentants. Et juste pour la partie droit où tu dis qu'il faudrait en fait détailler, enfin finalement enlever le droit du travail et mettre ce qui correspond aux conventions collectives ou aux accords de branche, moi là-dessus je serais plus timoré en disant il faut un droit du travail cadre, et puis derrière on passe directement ce que je viens de dire, c'est-à-dire à l'étape de l'employé, enfin de l'entreprise et de l'employé. On oublie les accords de branche entière, les trucs qui concernent tous les cheminots et les assistants administratifs des cheminots, parce que ça n'a rien à voir comme métier. On oublie, parce qu'aujourd'hui vous êtes un administratif dans une branche ou dans une, enfin voilà, je veux dire n'importe quoi, vous êtes un administratif dans l'eau. Vous avez la convention collective de l'eau, alors que vous êtes un assistant administratif. Exactement. Et donc c'est là que ça n'a pas de sens. Donc c'est là qu'il faut un cadre général, et ensuite on va directement dans l'entreprise négocier avec une voix par personne et son contrat de travail quand on négocie en position de force du coup par rapport à aujourd'hui. Et du coup promouvoir cette situation de confiance mutuelle. Bien sûr. Parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal aujourd'hui, c'est qu'on se fait plus confiance les uns les autres. Aujourd'hui quand on parle de flexi-sécurité ou de revenu universel, tout le monde dit ah oui, c'est ce que tu as fait, ça fait peur. Il faut redonner cette confiance dans ce genre de mesures. Attention, je dis pas forcément qu'on peut les publiciter, mais là la première chose que tu nous parles, c'est de pouvoir se barrer du jour au lendemain, de pouvoir virer du jour au lendemain. Non, parce que c'est ce que les gens ont peur. C'est ce dont les gens ont peur. Il y a aussi deux choses, je voudrais vous interroger là-dessus. Souvent, on a quand même une vision du patronat, etc., et de l'opposition entre salariés, employés et patronat. Cette opposition, elle est quand même largement fabriquée par les masses médias. Je veux dire, aujourd'hui, quand on sait que la majorité, c'est des petites TPE en France, on a quand même la vision des groupes multimilliardaires en termes de chiffre d'affaires qui engrangent des millions, des milliards, et on a tendance à penser que ces représentants-là sont
sont des représentants du patronat des petites entreprises ou des moyennes entreprises. Alors, Ouais. juste, je t'interroge tout de suite, Vas-y. mais juste pour J'ai dire pas encore que parlé c'est- du revenu universel. que cette mais vision, ça justement, vient après. il y a aussi quelque chose de bien plus à approfondir là-dessus, qui est la question, effectivement, sans parler justement de la confiance. Si les personnalités, les salariés, les employés réinvestissaient réellement ce qui fait l'enjeu des syndicats, on n'en serait peut-être pas là. Si on oubliait aussi de penser que la CGT était forcément contre vents et marées, à chaque fois opposée contre le patronat, ça changerait des choses. Alors bref, je t'ai interrompu. Florent, sur cette question que tu posais sur notamment la question de la confiance, et je te laisse. La confiance, pour compléter ce que tu disais, Voilà. 3,5 millions de PME en France, soit 99,9% des entreprises. Voilà. Elles représentent 48,3% de l'emploi salarié équivalent temps plein en 2012. Tous ces Donc la chiffres. moitié. C'est ça. 35,5% du chiffre d'affaires, 43,9% de valeur ajoutée. Donc c'est quand même une part C'est pas conséquente. ridicule. Même si, effectivement, en France, on a quand même beaucoup de très gros groupes. L'Allemagne, il y a des entreprises qui sont, on va dire, plus moyennes, grosses moyennes, mais pas d'énormes. Nous, on a des petites et des énormes. Ouais, On a tout à parmi fait les vrai. plus grands groupes du monde. les plus grands groupes du monde, c'est vrai. Qui, On a des du grandes coup, FTN pour le coup. Exactement. Qui, du coup, font énormément de chiffre d'affaires, ce qui compte. Mais voilà, 3,5 millions de PME et la moitié de l'emploi salarié. C'est vrai qu'on peut se demander dans la représentation à la fois des patrons et des salariés si ça c'est pris en compte. Je ne pense pas. C'est pour ça que pour moi, depuis des années, les syndicats, tels qu'ils soient, de patrons ou d'employés, ne sont pas audibles. Et c'est une question de confiance toujours. Le MEDEF un peu plus quand même. J'aimerais juste, Un peu avant plus, de mais pas passer beaucoup. à une forme de question qui changera un petit peu de thème, je voudrais vous interroger sur une question qui, je pense, pourra intéresser ceux qui nous écoutent. Sur la façon, tu en as parlé Nicolas, entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, si les patrons, on dit souvent les patrons jettent facilement, etc. Donc d'où le principe de pourquoi pas de flexi-sécurité, voire d'un revenu universel. Bref, je ne rentre pas dans les détails. La question est aujourd'hui de savoir si est-ce que c'est le fait de dégager des personnes, de les licencier pour des raisons économiques d'ailleurs qui sont souvent contredites par les prud'hommes, c'est souvent le cas, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas tout simplement une majorité dans le tertiaire alors que ce qui est demandé le plus, ça reste par exemple des emplois qui sont, tu l'as rappelé justement, les ouvriers qui sont dans tous les jours, tu as parlé d'interdépendants, je ne sais plus comment tu as nommé ça. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là, pour le coup structurel sur la façon, au lieu de faire de la flexi-sécurité, pourquoi déjà on commencerait pas par la base et sur cette question. J'interroge tout de suite Nicolas. Oui, non mais moi ce que je pourrais dire c'est que pour le coup ça a été développé dans le débat de lundi sur TF1. Le problème structurel c'est simplement le problème de l'orientation puisqu'aujourd'hui plus rien ne correspond au niveau de l'école. Mais bon, le débat on l'a déjà eu dans une émission précédente. Pour te dire. Pour moi c'est ça la réponse à ta question, c'est le problème de l'enseignement et de l'orientation qui s'ensuit. Florent. La compétitivité. Un seul mot alors. C'est quoi la capacité d'un secteur économique, d'un territoire ou d'une entreprise à vendre et à fournir durablement un ou plusieurs biens ou services marchands sur un marché donné en situation de concurrence. Ça, c'est la définition claire. Alors, ça avait été une compétitivité, c'est très français d'ailleurs. Oui, c'est très français, mais de vouloir être compétitif. Oui, voilà, oui, bien sûr. Mais mais justement, on ne l'est pas. Pourquoi ? Pendant le quinquennat passé, on est l'heure de faire des bilans. On a donné beaucoup de ce qu'on appelait les crédits impôts recherche, les CICE, CIR. Ça n'a pas été assez efficace, puisque le but avec ça, c'était d'augmenter la recherche et développement, avec un besoin fort d'innovation, parce que pour avoir effectivement plus de compétitivité, il faut sortir des nouvelles choses et avoir de l'innovation. Parce qu'un produit, au bout de 10 ans, il marche moins bien. Après, le problème de la France a été une gestion lourde et administrative, évidemment, de tous ces crédits qui faisaient que c'était une lenteur administrative pour avoir le droit à quelque chose. Et ça visait l'industrie, sauf qu'elle est moins présente, notre industrie en France, et ça rejoint ce que tu viens de dire, que dans les autres pays dans lesquels on a pioché ce système. Alors que en France, l'industrie représente 80% de la recherche et développement, mais représente, et là j'ai pas le chiffre et j'en suis désolé, mais je crois que c'est 30% au final de l'emploi total, et du coup donnant beaucoup plus de place au tertiaire, sauf qu'au tertiaire il n'y a pas tellement de recherche et développement. Le problème étant structurel, pourquoi on a voulu investir à ce point-là dans l'industrie qui ne représente quasiment rien ? Du coup, les résultats, à la base, quasiment rien, je m'en excuse, un tiers. Et puis, à la base, du coup, les résultats, ils pourraient arriver plus difficilement. Et j'ai un chiffre, du coup, qui le montre. C'est un manque d'effet sur les salaires. Entre 2012 et 2016, le coût salarial unitaire en France a été augmenté de 0,8%. C'est des chiffres de l'Institut COE Rexecode, si vous voulez les voir. En Europe, zone euro, plus 3,7. En Allemagne, plus 9,1. Les salaires ont plus augmenté en Allemagne qu'en France. C'est un fait, les chiffres le prouvent. D'où la reprise, d'où aussi
c'est grâce à cette industrie allemande qui est bien plus puissante, bien plus présente et qui a bénéficié aussi de ces politiques de relance, alors que celle de la France, faire une politique de crédit impôt recherche pour du tertiaire, ça ne sert à rien. Nicolas, rapidement sur ce qui vient d'être dit. Mais, c'est Hugo en préparant l'émission qui me disait que la compétitivité est avant tout, bien sûr, un problème en ce qui concerne les employeurs. Hein. L'employé, quand il est là, il se dit pas, faut absolument que je sois compétitif. Et il disait justement les projets de pacte comme celui de la compétitivité emploi sont lancés et pas forcément aboutis, et que les PME attendent toujours des avancées sur ce sujet-là. Et il me demandait, est-ce que c'est pas un problème? La réponse que je ferai à ça, c'est la compétitivité est au MEDEF, puisque c'est elle qui la prône beaucoup, ce que le SMIC à 1800 € net par mois est à lutte ouvrière. Et ce que je veux dire derrière ça... Voilà. Alors, tu vas pas te faire que des amis. Non, mais ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'il a quand même été... un peu dit, alors après il y a toujours des chiffres, hein. Vous savez quand on manie les chiffres on peut tout leur faire dire, mais une partie des chiffres, c'est Alfred Sauvy qui disait ça d'ailleurs. Alors bon, déjà que la France est un pays très compétitif, c'est-à-dire que la production en France, on n'a pas besoin, parce que sur le grand débat d'augmenter le nombre d'heures de travail par semaine, la France est un pays qui est très productif en tout cas, mettons bien deux choses différentes, attention, venons-en, est un pays d'abord très productif, c'est-à-dire qu'on travaille très vite, très bien, et puis la robotisation déjà depuis un bon moment, hein, c'est pas un phénomène nouveau, c'est pas un phénomène nouveau, tout cela fait que la France est très productive, c'est-à-dire qu'elle produit rapidement et qu'elle n'a pas besoin de travailler 70 heures par semaine pour sortir des produits, et il semblerait que ce soit pas le cas dans tous les États. Ça fait du bien en le disant. La deuxième chose, sur la compétitivité, il y a quand même des rapports qui sortent en disant que la France est relativement compétitive. Et donc, c'est pour ça que ça a nourri cette petite phrase sur le MEDEF. C'est l'idée que... Alors attention, j'ai rien contre le MEDEF, mais c'est juste pour dire que ne leur en voulons pas au MEDEF, la compétitivité pour eux, c'est un mot qui sort tel que sort le SMIC à 1800 € net pour lutte ouvrière, ou encore plein d'autres slogans auxquels maintenant on les rattache et auxquels ils ne peuvent même pas se détacher, quand bien même sortent des études, alors attention pas toutes, mais sortent des études pour montrer que la France est compétitive. Et n'oublions pas que dans toutes les comparaisons, puisque quand il s'agit de compétitivité, on cherche forcément à comparer, c'est l'objectif même, voilà, pour être compétitif, c'est par rapport à quelque chose, eh bien n'oublions pas de comparer, que les comparaisons sont toujours difficiles et que de comparer de manière très saine en faisant des réelles comparaisons, c'est toujours un peu compliqué. Et on rappellera, on va avancer dans le débat, mais on rappellera aussi que souvent, principe de compétitivité et principe de concurrence, éthiquement et fondamentalement, c'est opposé. C'est d'ailleurs ce qui nous oppose et ce qui nous oppose d'ailleurs au modèle anglo-saxon. On rappellera, un État qui cherche à rendre ses entreprises compétitives s'oppose au principe de concurrence, ce qui d'ailleurs énerve fondamentalement les représentants de l'OMC. Bref, on va avancer, messieurs, dans le débat. Débat passionnant, oui. C'est que oui, on est compétitif, mais sur des de manière sectorielle. De manière sectorielle. Et là, ça montre encore qu'on ne peut pas parler de compétitivité au sens général. Bien sûr. Le problème, c'est que quand on parle de secteur par rapport à 30% du travail total, alors que dans les autres pays, c'est sur plus général et de façon 80%, les chiffres sont meilleurs ailleurs. C'est un fait. Par exemple, le nombre de brevets déposés par million d'habitants, plus de 300 en Suède, 267 en Allemagne, 135 en France. On est à la traîne. Enfin, on est à la traîne, mais si on extrapole en dehors de l'Europe, on est quand même pas mal. Mais on va comparer au Zimbabwe. Ça aurait été intéressant. Je crois que le seul en Afrique, d'ailleurs, c'est l'Afrique du Sud qui en brevette. Je crois que c'est des Français expatriés là-bas. Enfin bref, on va pas rentrer dans le débat. On avance, messieurs, sur la question. Alors moi, on va revenir plus approfondément sur le débat. Sur la question de la flexi-sécurité, moi, une question que je me pose, fondamentale, dans flexi-sécurité, imaginons qu'on passe sur ce principe-là. Je sais que ça va pas te faire plaisir, Flo, mais est-ce qu'on n'oublierait pas un des deux? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui va l'emporter sur l'autre? Sécurité, flexi-sécurité, etc. Et Florent l'a tout à l'heure d'ailleurs mis de côté en disant la flexi-sécurité c'est bien, mais bon, parlons plutôt de la flexibilité, quoi. Voilà. Mais en même temps, c'est un peu c'est le serpent qui se mord un peu la queue, on peut le comprendre. C'est-à-dire que si c'est sur deux puissances qui sont antinomiques en soi, ou même complémentaires à la base, ça peut poser la question. Bref, Nicolas, est-ce que la flexi-sécurité ne représente pas des garanties en ce sens? C'est l'objectif. C'est ce que j'ai dit en début de chronique, mais alors on nous parle plus, quand on parle de flexi-sécurité, là, pendant la période présidentielle, de la partie flexibilité que de la partie sécurité, puisque en France, on a déjà un socle de sécurité. Donc, faire de la flexi-sécurité reviendrait à donner plus de flexibilité, puisque la sécurité existe déjà. Par ailleurs, si on se décloisonne, c'est un petit peu ce que j'ai dit en début d'intervention, sur le fait que dans les pays d'Europe du Nord, il y a cette notion de sécurité, il y a cette notion de revenus complémentaires, d'aide, de soutien, de retrouver du travail facilement.
La moins partie de chômage. sécurité, bien sûr, la partie sécurité dans Flexi-Sécurité consiste à dire il faut trouver la solution pour sécuriser votre parcours professionnel, voilà, tout simplement. Alors, il y a moins de chômage, oui. et c'est ce que je disais dès le début de la chronique, ce sont des pays plus petits, et beaucoup de modèles montrent qu'il est difficile d'adopter la flexi-sécurité danoise, par exemple, en France, parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux économiques qu'il y a derrière, parce que forcément, notre modèle social n'est pas le même. Et donc, quand bien même on réformerait tout, il faut être prudent dans la construction de ce genre de choses, et ne pas simplement, une fois encore, citer un exemple en disant « faisons la même chose, ça fonctionne là-bas ». Clément, vous avez 3 Il s'appelle minutes. pas Clément. Florent, Florent, je pense à la chose. Bref, Florent, vous avez 3 minutes. 3 minutes. Alors, Voilà. 3 minutes, et à la fin, tu diras. Faut conclure. conclure. Non, à 30 secondes, je dirais, faut conclure. Non, 30 secondes, c'est 30 secondes, et c'est à la fin. Oh là là là. Bon, bref, T'as pas écouté. Non, mais. je te laisse Non, mais rétorquer. moi, sur ces questions de sécurité, je vais tourner en rond. Hein. Mais la confiance, première chose. Moi, je ne vois pas. Alors, sécuriser le parcours professionnel, oui. Mais quand tu as 10% de chômage, tu peux pas. Quand tu as une personne sur 10 active qui pointe à Paul, tu peux pas. C'est bien beau de voir sécuriser le parcours de tout le monde, mais on n'a pas les moyens actuellement. On se voile la face, c'est pas possible. On pourra peut-être améliorer les générations entre guillemets futures, parce que il faudrait revoir le problème à la base. Mais bon, je reviens pas là-dessus, parce que je crois qu'on va. Largement à la base. Je reviens pas là-dessus. Il faut faire avec le concret ce qu'on a aujourd'hui. Mais avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est pour ça que moi, vraiment, j'ai voulu axer sur la flexibilité à la base, qui est ce que j'ai dit, et pas la flexibilité pour pouvoir arriver ou se barrer, mais comment mieux travailler ensemble. Une question de confiance. Alors peut-être que je suis un utopique. Non, mais une question de complémentarité. C'est une question de complémentarité. Aujourd'hui, non, mais là où je suis d'accord, c'est qu'on entend souvent des remarques qui consistaient à dire qu'à l'époque c'était mieux. Souvent, c'est comme ça parce que justement, il y avait une forme d'interdisciplinarité qu'on avait. Ce qui est peut-être vrai en soi. En tout cas, aujourd'hui, d'ailleurs, ça aurait fait, à mon avis, rougir Confucius. Aujourd'hui, on sait très bien que un individu, c'est une compétence particulière dans un secteur en règle générale. Et c'est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a beaucoup de renouveau dans il y a sa carrière. à chaque fois qu'il faut changer des mauvaises foi, chaque fois qu'on veut changer de aujourd'hui, domaine, il il y faut a de faire la une formation. formation. Il faut faire des formations. Évidemment. Il faut faire ceci, il faut faire Mais cela. à la base, t'es formé Donc, de toute façon. je dis juste qu'aujourd'hui, étant donné que vous avez un marché du travail qui est très sectorisé, vous êtes obligé de soit de faire des formations, soit de prendre, et donner la compétition qu'il y a dans le modèle tertiaire, vous êtes obligé aujourd'hui de vous départager. Alors, soit par un salaire qui est bas, vous n'estimez pas beaucoup, soit, au contraire, par une formation qui va vous apporter un plus. Mais aujourd'hui, vous arrivez, il faut être clair, il faut le dire. Vous arrivez, il y a je ne sais combien de personnes qui sont diplômées ou même d'expérience, eh bien, la personne va dire, bah oui, le salaire n'est pas haut, mais moi j'ai 50 candidatures qui sont à côté, partez si vous voulez partir. Bref, alors, je vous repose 2-3 petites questions fondamentales qui sont posées par Hugo, d'ailleurs, je le cite. Derrière ces questions, donc, on pose la question qui est celle des syndicats, notamment du MEDEF. Et je voudrais vous interroger sur donc, la place et le rapport de force qu'il y a entre le MEDEF, par exemple, et les syndicats en règle générale, et le gouvernement. Quelle est aujourd'hui la part de dialogue entre les deux? Je commencerai peut-être par Nicolas au début, pour commencer. Je crois que derrière la question d'Hugo, c'est plus quelle doit être la part de ces syndicats, quelle doit être leur intervention. Pour ma part, il faut savoir comment aujourd'hui. Oui, alors on peut faire de l'histoire, pourquoi pas. Aujourd'hui, les syndicats ont un rôle de partenaires sociaux. Ils vont de temps en temps au ministère du Travail pour négocier des choses. Derrière ça, c'est un travail de fond sur les conventions collectives qu'ils réalisent ensemble. Et puis, ils gèrent tout un tas de trucs, les mutuelles, etc. Et puis, d'un autre côté, ils gèrent ce qui se passe dans l'entreprise et sont consultés régulièrement. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus? Entre les deux, entre les patrons et les... Les patrons il y a un seul gros syndicat, les autres, il y en a plusieurs. Donc il y a un rapport de force qui est différent, qui fait que forcément, plus vous êtes nombreux autour de la table, moins vous êtes d'accord. Alors que le patron, généralement, il vient avec son encadrement et personne va aller le défier au niveau de l'encadrement. Et derrière ça, le patron n'a pas besoin du syndicat au sein de son entreprise. Il a besoin du syndicat pour défendre des intérêts au niveau national. C'est le MEDEF, c'est Pierre Gattaz, etc. Et certainement tout plein de gens derrière lui. Il n'y a pas que lui. Mais au sein de l'entreprise, c'est les syndicats et face au patron. Et c'est là que le rapport de force est toujours un peu intéressant. Moi, je souscrirais à ce que ça fera une répétition, mais je souscris vraiment à ce que Florent a dit tout à l'heure, à savoir, faisons de l'entreprise le lieu du dialogue, mais il ne s'agit pas de le dire comme ça, il s'agit vraiment de se dire, faisons de ça, et
quitte même à un moment à supprimer les syndicats. Faisons quelque chose de vraiment démocratique au sein de l'entreprise, où il y a une décision à prendre sur le règlement, tout le monde est là. Pourquoi est-ce qu'il y a des représentants quand il s'agit de parler du règlement de l'entreprise? Une entreprise aujourd'hui, c'est rarement c'est jamais des millions de personnes, ce sont des milliers de personnes, tout au plus. Comme Florent l'a répété, des TPE, des PME partout, enfin sur le territoire, et beaucoup qui représentent un nombre 99%, 4,9 des entreprises, 50% des gens qui y travaillent. Enfin voilà, puisqu'on parlait tout à l'heure de faire un droit du travail peut-être assoupli, général et qui cadre les choses de manière globale, déjà, concentrons-nous là-dessus. Créons le dialogue, faisons-en des laboratoires du dialogue social. Et puis après, s'il faut nommer des représentants dans les très très grandes entreprises, et encore, ce sont des grands groupes avec plein de filiales, organisés avec des cinquantaines de personnes dans les filiales, 200, 300, mais rarement plus. C'est pareil, faisons des choses au sein même de ces entités-là. Et voilà, à main levée ou à bulletin secret sur des décisions, là il y a moyen de faire des choses. Et attention, ça ne prend pas, mais attention, ça ne prend pas des heures et des heures. Je veux dire, il s'agit pas de créer un truc où tout le monde s'en mêle les pinceaux. Le règlement intérieur, vous le votez tous les 4 ans, ça suffit. Dès qu'il y a une modification à faire, pourquoi pas. Mais créons, et c'est là qu'on retrouve le fameux élément déterminant dans ces politiques-là, sans lequel on ne peut pas les mener de toute façon. C'est ce qu'on a vu avec la loi El Khomri l'année dernière, la confiance. Je rejoins Nicolas, puisqu'il me rejoint. Mais on n'est pas d'accord forcément sur je le précise parce que qu'on croit pas qu'on ait un consensus tous les deux. On est d'accord sur la finalité, mais pas forcément sur la manière d'y parvenir. Ça me dérange d'être d'accord avec Florent. C'est pas ça. Le dialogue est rompu. Non, attention. Et tu prends le dialogue en entreprise. Mais on n'est pas là. C'est terrible. Non, mais en plus j'ai précisé tout à l'heure que certaines notions étaient défendues par certains candidats et on le voit derrière ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là à défendre leur proposition. On est là à défendre l'idée qu'il y a derrière. Pas de politique politicienne, de la politique pure. Oui, j'assume complètement ce soir comme une démarche assez libéral et pas très étatique, justement. Ce n'est pas dans mes habitudes. C'est anti-keynésien et c'est contre tout ce qui s'est fait dans le XXe siècle. Mais justement, pourquoi pas un changement là-dessus, alors qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Préciser pour les auditeurs quand même qui nous écouteraient, qui ne connaissent pas Keynes, économiste à long terme, britannique, qui insistait sur cette question que l'État doit être le principal outil économique du pays. Donc penser à la politique du New Deal aux États-Unis sous Roosevelt, etc. Voilà, donc l'État est avant tout l'économie. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Bref, je te relance dans la parole. Restaurer un dialogue. Comme je disais tout à l'heure, chaque entreprise, et on a vu combien il y en avait en France, il y en a 3,5 millions, est différente. À chacun une stratégie différente, des personnes différentes aussi. Je ne comprends pas, et pour moi c'est pour ça que ça ne marche pas. On a un cadre où tout le monde doit rentrer dedans. Voilà, c'est comme ça. Bon, on travaille comme ça. Non, les gens après sont suffisamment grands et intelligents, il faut arrêter de les prendre pour des teubés, pour se dire, on va apprendre à travailler ensemble. Voilà, alors ce qu'on reviendra, c'est qu'on peut spécifier dans chaque cadre d'entreprise, et je pense que on peut se rejoindre vous pouvez vous rejoindre sur toutes ces questions-là. Tout se fait au niveau de la négociation du Messieurs, contrat. alors là, drapeau rouge, le chant de l'armée rouge, attention, on arrive sur un sujet, attention, amont, revenu universel, on est parti. Alors là, sujet clivant s'il en est, revenu universel, pour ou contre, détestez-vous ce modèle, au contraire, le plus soyez-vous, comme on pourrait dire. Le revenu universel, pour ou contre, je vais aller. Commençons par le diable. Je sais pas pourquoi c'était moi. Totalement contre, mais pourquoi? Ça rejoint ce que je disais juste avant. Ça suffit, contre. Alors, c'est un modèle d'État-providence. Il y a eu quelque chose de similaire mis en place, j'ai vu ça au cours de mes recherches, à la fin du mandat d'Otto von Bismarck en Allemagne. Chancelier allemand des années 1850-70, 19e siècle. Contre la colonisation. Qui a commencé par des idées très conservatrices et libérales et a fini par mettre en place, puisqu'il changeait d'alliance tout le temps pour rester au pouvoir, par ce qu'il a appelé un socialisme d'État. Ça veut quand même tout dire. L'historien britannique Taylor, en 1955, disait « Bismarck voulait faire en sorte que les travailleurs se sentent plus dépendants de l'État, donc de lui. » Voilà, tout simplement. Bon, après, c'est assez libéral ce que je dis là. La tentative par Bismarck, quel était le but? Rétablir une confiance entre le peuple et l'État, et non avec les entreprises, neutraliser les volontés révolutionnaires des ouvriers, plus de discours, du coup, avoir un discours plus fataliste sur la raréfaction du travail, et du coup, fuite des responsabilités par les dirigeants. Le chômage est dû à des facteurs extérieurs, c'est pas nous, la preuve, on vous donne du fric. Bon, le chômage devient un fléau inéluctable, et on abandonne toute lutte contre lui. Et là, c'est là où je ne peux pas être d'accord. Pour moi, ce n'est pas un fléau inéluctable. On a toujours des choses à faire pour améliorer les conditions de travail et améliorer l'emploi. J'ai peur que si on mette en place ce genre de politique, un revenu universel, ça soit pour dire,
on met ça, on se concentre là-dessus, on arrête le chômage. Voilà. Et on prend pas le problème à la base. Du C'est pain, peut-être ça. on disait du pain et des jeux, Mais là c'est du fric et de la Ce télé. que rappelait et Nicolas, voilà. c'est que ça peut être un complément. Tout à l'heure, Dans Oui, ça on peut avait faire un évoqué. revenu universel assez, enfin, voire même très light. C'est pas impossible. C'est ce que je disais tout à variable, l'heure. quoi. Derrière revenu universel, il y a cette notion d'universalité. C'est tout. Le revenu universel. Oui, il y a cette Si idée- on il y a reprend, cette- il y a non, non, mais cette idée si on que reprend pour la, rien, on aura quand même de non, l'argent. attention, soyons prudents. Si on reprend la définition des deux mots qu'on met ensemble, revenu universel, c'est le revenu pour tous, et donc un revenu commun, égalité, etc. Ce revenu, je dis une connerie, peut peut-être être de 50 € par mois. Alors, vous me direz, ça ne sert à rien, ne le mettons Tout pas en à place, fait. de gaspiller 50 € pour les 60 du millions temps. de Français. Ça, je suis d'accord. Mais Ça coûtera plus c'est cher en pour- administratif. Hein. bien sûr, non mais bien sûr, mais je ne défends pas l'idée d'un revenu universel. D'ailleurs, je ne saurais même pas dire si je défends l'idée du revenu universel. D'ailleurs, je ne le défends. Enfin, non. Une chose est sûre, je ne le défends pas. Maintenant, est-ce que je suis pour ou contre ça, c'est autre chose et je vais essayer d'y répondre puisque c'est la question de Marc. Mais en ce qui concerne le revenu universel, pour dire qu'on pourrait très bien faire un revenu très bas qui ne permette pas aux gens simplement de ne vivre que de ça, mais simplement d'assurer, voilà. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'on pourrait tout à fait mettre un revenu, je sais pas. Alors là, pour le coup, je vais dire une grosse connerie, 500 € par mois pour tout le monde. Tout le monde touche ses 500 € par mois. Et quand vous êtes au chômage, c'est pareil. Là, je suis en train de définir une politique, c'est pas mon rôle, mais admettons, on dit, voilà, si vous êtes au chômage pendant 6 mois, et ben pendant les 6 mois, vous ne toucherez absolument rien. Vous ne toucherez rien, si ce n'est les 500 € qu'on vous doit, mais il n'y aura pas d'assurance chômage. Comme Vous avec aurez la dû paie, prévoir. Donc, ça veut dire, et c'est ce que je disais dans mon propos tout à l'heure, hein, un peu d'assurance parce qu'on ne sait jamais, ou alors vous vous épargnez vous-même. Mais je veux dire, vous avez une prise en charge. Et donc, derrière ça, il y a quand même l'idée qu'il est tout à fait possible qu'un revenu universel qui est très assistant, puisque tout le monde touche ses 500 €, qui paraissent très assistants, soit quelque chose qui puisse permettre finalement de mieux gérer. C'est-à-dire que vous êtes sûr d'avoir vos 500 €. Donc, je dis une connerie avec mes 500 € une fois de plus, hein, ça pourrait être 1000, ça pourrait être 700, ça pourrait être 200, vous l'avez bien compris. Mais vous avez vos 500 €, vous savez que vous aurez toujours la possibilité de vous acheter des pâtes pendant le mois, payer votre loyer c'est autre chose, mais vous aurez toujours la possibilité de vous acheter des pâtes, sauf si vous habitez dans le Vercors où peut-être que votre loyer vous pourrez le payer. Et les Mais, pâtes aussi. Et les pâtes aussi avec en même temps, hein, puisque ça doit pas être très cher les loyers. Mais voilà, pour dire que vous aurez une source de revenus mine de rien, n'importe laquelle soit-elle, et à côté de ça, vous devrez vous prendre en charge pour avoir prévu pour faire face à ce risque, que ce soit par le biais d'assurance, que ce soit par le biais de votre épargne à vous. Et donc finalement, vous pouvez vous prendre plus en charge à travers ce revenu. Attention, c'est une vision utopiste peut-être, hein, je ne sais pas, mais c'est pour dire la notion même de revenu universel, et c'est pour ça qu'elle est défendue autant par des économistes de droite que des économistes de gauche, c'est que derrière, on peut y mettre beaucoup de choses. Si la question posée par Marc, c'est est-ce que tu es pour le revenu universel proposé par Hamon dans le cadre de cette élection présidentielle, ma réponse sera la même que celle que j'ai faite tout à l'heure dans le cadre de la chronique, c'est de te répondre, Benoît Hamon ne propose plus aujourd'hui un revenu universel, il propose un revenu d'existence, et je ne vais pas me dédouaner, est-ce qu'il faut répondre à ta question sur est-ce que on est pour ou contre ce revenu de subsistance, enfin d'existence, ou je ne sais comment l'appeler, de Benoît Hamon, la réponse est ce qu'il propose a l'air difficilement finançable d'après ce qu'on peut en voir, et un peu bancal, et ne répond pas à l'objectif du revenu universel, et pour moi donc je deviens sceptique, puisqu'il ne répond pas à l'objectif de base fixé. Les oreilles de Hamon se dressent. Ouais, ils ont déjà Excusez-moi, dressé. parce que voilà, je suis désolé, je ne vais pas la faire, Florent. Excuse-moi. J'avais envie moi, de m'intéresser au terme revenu et à la notion Ouais. de revenu. Donc revenu, il faut aussi penser à salaire. Charles Pépin se disait que rémunère-t-on au juste. Alors c'est qui Charles Pépin? C'est un philosophe du XVe siècle. il me semble. D'accord. Vous pourrez vérifier, j'ai plus la date exacte. Il opposait Platon et Aristote. Pour Platon, c'était le bien extérieur à l'homme. Pour Aristote, c'était le compromis permanent, ce qu'il a appelé le mieux. Donc, pour le mieux, c'était se placer à équidistance des deux pires excès possibles et trouver quelque chose au milieu qui disent bon, moi je te fais bosser, sachant que travail, tu l'as pas dit, hein, mais ça vient de tripalium en latin, qui était l'instrument pour punir les esclaves. Et pourquoi dit-on le travail de l'accouchement? Car c'est tripaliare en latin, c'est tourmenter, c'est la souffrance. Ça vient de là. Oui, le mot travail est connoté souffrance, Souffrance. difficulté et tout. Oui, Et bien dans la sûr. dimension chrétienne du mot, c'est Ouais. le travail manuel pour expier le péché originel. On est totalement ça. Ouais. C'est qu'au XVIe siècle que l'activité productive a pris le pas sur le mot. On avait le labeur et l'opus, la création naturelle, qui ont fait qu'un seul mot, le travail.
D'ailleurs, si je peux me permettre, Ouais. excuse-moi de te couper, mais et c'est là que malheureusement beaucoup d'élèves de lycée qui suivent les cours de philosophie, c'est dommage parce que le travail leur est expliqué, hein, l'origine philosophique, et c'est vrai que beaucoup d'élèves malheureusement, comme c'est dans les premiers cours de philosophie, en plus sont tellement paumés sur la philo de comment ça doit fonctionner et C'est d'essayer ça. de comprendre quel est l'objectif de cette matière qui passent à côté alors que ça leur explique. On leur enseigne de la philosophie pour philosophes, donc effectivement, il n'y a pas d'atout pratique. Pardon évidemment. Florent, je t'ai coupé. Du coup, on a à cette époque-là 2 sens qui se sont faits dans le travail, un sens négatif chez Nietzsche, alors je ne vais pas vous le résumer là, mais et un sens positif ensuite qui disait, comme tu le disais tout à l'heure, un rôle social. Je reviens du coup par rapport à ça maintenant sur la rémunération et le revenu. Le compromis permanent, on a dit donc se placer avec équidistance par rapport à cette notion de souffrance qui s'est arrêté à appeler, et un célèbre penseur John Rawls, je ne sais pas si vous l'avez étudié l'un et l'autre, je connais pas. RAWLS, c'est ça et RAWLS, exactement, parler de juste rémunération. Quelle est sa définition? C'est celle qui ne sera pas perçue comme injuste par le reste du collectif. Encore une fois, on en revient à quelque chose de vision des autres, acceptation, donc de confiance. Et l'enfer, c'est les autres, disait Sartre, Sartre. notamment. Le travail, et j'ai plus qui disait, le travail éduque. Et puis il y avait le travail, c'est la éduque. santé, mais ça Alors, c'est je crois autre que chose. ça, c'est un petit moustachu des années 30, il me semble. Je crois Il bien. a fait plein d'autoroutes en Allemagne, il me semble. Mais je sais pas. Non, non, c'est mais bien je rigole, avant. rien à C'est bien voir. avant, c'est bien Je avant. J'ai rigole, plus le mais nom, je je l'ai rigole. pas noté. Non, non, J'ai déjà noté trop. Simple supposition. Travail souffrance, donc ça veut dire qu'il faudra un revenu universel alors. Non, justement, et on est sur de la rémunération, donc de quelque chose de, entre guillemets, tu souffres, mais tu mérites ce que tu as. Tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire, et le rôle social du travail est important. Quelqu'un qui n'a pas de travail n'a pas de rôle social. Et dans le cas où tu travailles, Ouais. dans le cas d'un futur travail, je prends l'exemple des étudiants. Je voudrais vous interroger là-dessus notamment. Imaginons des étudiants qui travaillent pour financer leurs études, qui pourraient peut-être leur amener, les pauvres, à un potentiel travail. Je pense évidemment à nos amis sociologues pour lesquels Ouais. les débouchés sont complètement vides. Rien. Est-ce que tu sais combien de... Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une aide de l'État sous forme de revenu universel étudiant, je pose la question, au niveau des études, ce qui leur permettrait de se dégager du temps pour réviser, etc. C'est quand même un luxe, il faut quand même le rappeler, de pouvoir travailler de pouvoir étudier sans travailler. C'est Je quand suis même un entièrement luxe. d'accord et je le vérifie tous les jours. Je ne suis absolument pas d'accord et je vais t'expliquer après Florent. Alors, Toi, c'est un cas particulier. Je pense que je ne t'interrogerai pas sur cette question Ah, mais pour des c'est raisons. comme Macron, il y a avec 1000 euros par mois et c'était dur pour lui. Voilà, c'est Vous avez ça. vu ça cette semaine. Voilà. Non. 73% des étudiants travaillent à côté de leurs études, selon un sondage paru sur le site L'étudiant. Là, C'est il a recyclé son truc de la semaine dernière sur le débat de. Non, même Même pas, le même laisser pas. terminer. C'est plus 10% fou, hein. par rapport à la Tu te macronises. la génération d'avant. Je n'ai pas besoin d'un Triloc. Voilà. L'enquête pointe chez les étudiants plus de stress, plus de fatigue et une baisse des résultats scolaires, ce qui n'est quand même pas le but des études. 68% bossent à l'année et pas une fois de temps en temps, ce qui peut être mon cas. Il pointe aussi un isolement vis-à-vis de la famille et des amis, et 57% à vous, j'aurais pu avoir de meilleurs résultats obtenus. Sachant que le but des études, c'est quand même Ça, c'est d'étudier. vrai. Ça, je suis d'accord. Je suis pour une sorte, c'est pas, alors j'appellerais pas ça un revenu universel étudiant, mais pourquoi pas, sachant qu'on voit quand même qu'il y a des tas de missions à faire, notamment dans le domaine universitaire ou quoi, qu'il y ait contre une sorte de revenu étudiant, contre, j'allais dire des TIG, mais non, c'est pas ça, contre quelques heures peut-être d'intérêt général. Oui, travailler à la bibliothèque. Voilà, etc. des petits services civiques, pourquoi pas, pour aider les étudiants à ce qu'ils travaillent moins, parce que se taper des heures de McDo la nuit, franchement, il faut faire. J'ai eu la chance, et comme Emmanuel Macron, de ne pas avoir à le faire. Là, je termine mes études et j'ai la chance de ne jamais avoir à le faire. Et je dis bien la chance, mais j'ai eu des potes qui se sont tapés des caisses, des McDo, je ne sais quoi d'autre, des bars toute la nuit. Bon, je les enviais pas. J'ai une amie qui faisait le bar jusqu'à 3h du matin et qui arrivait à 10h en cours, mais avec une gueule. Mais tu peux pas te rendre compte que je me dis comment elle C'était peut pour l'after de ce qu'elle faisait après le bar, ça. Non, même pas. Non, mais je rigole. Comment elle peut suivre ses études correctement. Mmh. Donc là, oui, je suis pour quand même qu'il y ait quelque chose aujourd'hui, je trouve. Et bon, on va me dire, c'est parce que tu l'es actuellement. Non. Les étudiants actuellement maltraités. Il y a des étudiants qui cotisent, qui travaillent pendant des années avant leurs études, ou qui reprennent des études, ou qui cotisent leur trimestre. Pourquoi ils n'auraient pas le droit à une sorte de revenu en fonction de ce qu'ils ont aussi travaillé, comme une allocation chômage, mais une allocation études en même temps. Quand tu as travaillé 3 ans avant, tu as cotisé. L'autre, il reste chez lui, il a le droit à 600 €, par exemple. Je dis des chiffres comme toi tout à l'heure. Et toi, juste parce que tu fais des études, on te dit, ben non, on va te faire foutre et récupère 100 € de petite bourse pour te payer une chambre étudiante. Non. Le système n'est pas logique. On n'encourage pas les gens à faire des études aujourd'hui. C'est un problème.
Nicolas. Là encore, je partage beaucoup d'idées et à la fois, je ne suis pas forcément d'accord sur le cheminement. Donc tu n'es pas d'accord. Si tu le dis. Je voudrais revenir sur une proposition qu'a fait un des candidats qui était présent lors du débat. C'était pas moi. Non, Tu non. peux donner le nom, Du hein, débat. c'est autorisé. Non mais attends, du débat de débat jeudi qui a dernier. été organisé jeudi dernier ici à Il a plus l'université. les noms en fait. Et Ah. non, bon les noms, ça c'est sûr que je les ai plus. Ben, je vais te représentant- leur donner, le je vais te leur donner, représentant je vais te leur de- donner. Et donc, C'était qui mais attendez, vous allez Le représentant de François Fillon. Voilà, C'est je lui savais, oui, parce que Oui, je oui, le voyais osciller Léo de Castellotte. haut en bas. voilà, vous avez j'essaye de me souvenir de ce que je voulais dire, parce que vous m'interrompez. Tu vois ce que ça fait? Non, ce candidat proposait directement dans son propos qu'est-ce qu'on peut proposer, voilà, pour les étudiants méritants. Ah, des bourses. J'ai sursauté, j'ai transpiré, je me suis pissé dessus. Et là, Oh, j'ai dit merde. non, c'est pas possible. Non, je rigole. Non, c'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui dire ah ben les plus méritants, on va leur donner de l'argent. C'est pas Bref. ce que j'ai dit. Non, non, mais attention, je ne dis pas que c'est ce que tu as dit. Je voulais juste revenir sur ce qu'il a dit parce que, comme le débat avançait, je ne voulais surtout pas empêcher des étudiants dans la salle d'interroger les candidats et je n'ai pas pu le faire. Il y avait pas de Je temps. me permets donc de le faire et de dire. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est compliqué, c'est la gestion des bourses. Parce que là encore, il faut mettre à un moment un niveau. Au-dessus d'un niveau, vous en avez, en dessous, vous n'en avez pas. Si vous avez 3 frères, vous avez le droit. Si vous en avez que 2, vous n'avez pas le droit. Si vos parents, machin et tout. Bon, bref. Et c'est vrai que le constat est donc qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants travaillent. Tu as cité 2 chiffres, plusieurs chiffres, mais notamment 75% des étudiants, 68 qui travaillent à l'année très régulièrement. J'ai fait partie de ceux-là. J'ai fait partie de ces étudiants. Alors attention, entendons-nous bien. Je n'ai pas travaillé pour financer mes études ou pour vivre pendant mes études. Je vivais chez papa, maman. Donc j'ai commencé à travailler. Pourquoi ? Parce que j'étais en fin d'année de terminale. Mes parents m'ont dit bon, bah, ce serait bien que tu trouves un travail pour cet été quand même, que tu te mettes. Mais l'idée n'était pas d'avoir de l'argent, encore une fois, mais simplement de se mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire d'aller dans une unité de travail et de faire quelque chose. Donc j'ai postulé à différents endroits. J'ai pris une liste dans ma commune qu'on m'a donnée et j'ai postulé à tous les endroits et j'ai été pris en restauration. Et ça m'a plu, j'en ai pas fait mon métier, mais c'est pour dire que je l'ai fait pendant 5 ans et demi, et ça m'a plu de le faire. Et au bout d'un an de restauration, pendant que je faisais mes études, ma licence de géographie, pour être très précis, c'était pas un BTS, où là ça demande beaucoup d'heures, c'était un truc assez libre, où il y avait une vingtaine d'heures par semaine, et donc des recherches à mener à la maison, et des exposés à préparer, et des partiels également. Au bout d'un an, j'ai été employé dans un établissement scolaire en tant qu'assistant pédagogique à faire du soutien. Et j'ai continué à travailler en restauration quand je le pouvais, pas forcément de manière très linéaire sur l'année, mais pendant les vacances, pendant les week-ends, des fois en soirée, etc., en fonction de ce que mon emploi du temps me le permettait. J'ai travaillé à hauteur de 70%, 80% d'un temps de travail annuel, c'est-à-dire sur une base de 35 heures à l'année, pendant mes 5 années d'études. Et donc du coup, je peux dire, alors effectivement, je serais des étudiants qui pourraient tout simplement sortir la phrase si on m'interrogeait, oui, si j'avais pas travaillé, j'aurais pu faire mieux, ou je me suis pas donné à fond, ou tout ça. Il n'en demeure pas moins que le travail a été quelque chose qui, a beaucoup forgé d'expérience. Et je considère aujourd'hui que sortir d'un master où vous êtes normalement censé postuler à des emplois intermédiaires ou des emplois des emplois de cadre, je trouve ça dommage d'arriver cadre sans connaître le fonctionnement d'une entreprise. C'est comme ça qu'après on fait toute sa carrière en étant présomptueux, pédant et au-dessus de tout. On peut le faire de manière partielle, Nicolas. Là, Non, mais tu parles d'un cadre. je termine juste mon raisonnement. C'est moi qui j'arrête l'émission. Vous me regardez. Je termine simplement en disant que Faut conclure. non mais voilà C'est 30 secondes. Faut ça vraiment forge conclure. une expérience effectivement et même Et ça la peut la donner tourette. ça peut donner par le fait d'être bien dans son travail, ce qui arrive, je vous le dis, ce qui peut donner envie, enfin ce qui peut donner du peps et voilà de se faire avancer aussi. C'est juste pour nuancer ce que tu disais sur les étudiants moroses aujourd'hui. Il y a effectivement beaucoup d'enquêtes qui sortent sur les étudiants qui sont aujourd'hui en pleine dépression et qui vont avoir. Alors vous imaginez ensuite s'ils doivent se confronter au marché du travail, ce que ça va être à côté du fait d'avoir des beuveries 2 fois par semaine quand on est étudiant, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le truc, c'est que la différence entre ton cas et le cas peut-être d'autres personnes, c'est que toi, c'est du bonus. Donc, le jour où tu avais des examens à préparer, peut-être que tu faisais moins d'heures. Là, quand il faut qu'il y ait X euros qui rentrent par mois, tu es obligé de faire X heures.
Mais j'ai pas dit que je ne partageais pas l'idée Voilà. du revenu universel pour les étudiants. Après, le hein. revenu universel, je l'ai quand même soumis à une condition qui est des heures de sorte d'intérêt général. Je serais plus pour la cotisation pendant ces années-là, de se dire que si je fais un parcours long ou un parcours court, on est à égalité. C'est-à-dire que si je travaille ou si je suis étudiant, je cotise, etc. Ça, oui, Par ça, on pourrait contre, tout à fait sur la faire, partie ouais. revenu, Mm, mm. il y a à penser quelque chose, mais sur les Le problème, cotisations, que c'est certain. C'est le nerf de la guerre, le revenu aujourd'hui. C'est qu'il faut payer, évidemment, faut payer Oui, son oui, loyer. oui, Toi, bien tu disais, sûr. t'es chez papa, maman. Ah ben, Moi, depuis 2 ans, je suis au l'ai milieu dit. de Paris, j'ai des loyers à 760 € plus 40 € d'électricité. T'as qu'à pas être à Paris, t'es à Marne-la-Vallée, t'as qu'à venir en banlieue. Voilà, Ouais, ce, non. ce boboïsme latent qu'on Oui, mais tu retrouve vois, chez ces je- mecs qui sont du Je me Sud-Est. suis plaint c'est il y a terrible. quelques temps du fait que je voyais les décorations de Noël depuis ma fenêtre et que ça m'éblouissait toute la nuit. Voilà. La vie est dure dans Si ça le 5e. t'éblouissait, c'était pas les lumières, ça, c'était autre chose. Hein. Mais bon, Connard. Alors bref, bon, messieurs, on va avance. bientôt l'heure de nous quitter. Alors juste une dernière question un peu plus générale. Aujourd'hui, sur cette question justement, la question du travail qu'on a partiellement évoquée, enfin quoique tout au long on en a parlé, bon que c'est une question à la fois économique fait et que sociale. ça. Non, mais Ça, on a fait que ça, mais on l'a abordé sous un angle Bien sûr, également non, mais je- assez large, donc on n'a pas forcément dit le mot de travail à chaque fois. Non, non. Bref, donc c'est un sujet donc, qui est à la fois économique et sociétal, et aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas vraiment une opposition d'idées face au budget et à la réalité économique, tout simplement. Et donc bon, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, alors je donnerai la parole en premier lieu à Nicolas. Ah, bah C'est c'est mon gentil. côté keynésien, ça. Et moi, L'État, c'est moi. Moi, faut que Et je c'est- conclue. Ah ben, tu Et voilà, et concluras. toi tu concluras. C'est ça. Et vous avez 30 secondes. Ah non, mais l'idée qu'il y a, enfin, aujourd'hui, on ferait une opposition des belles idées, celle de Macron, celle de Hamon. Enfin, je dis ça de la part des employés, parce que c'est quand même, ça représente quand même la plupart des gens qui vivent en France vis-à-vis du patronat, et on leur oppose le coût. Alors, financièrement, bon, L'idéologie est aussi importante que l'idée de finance. pourquoi déjà? Parce que le financement Se trouve toujours en politique. C'est une question de choix. Si vous voulez mettre un revenu universel tel que Benoît Hamon le présentait, qui représente le double du budget de l'État actuel, pourquoi pas? Je veux dire, c'est ce que je dis, ce n'est pas infaisable, mais seulement il faut penser à s'endetter, il faut penser à laisser passer le système, il faut éventuellement faire des sacrifices ailleurs, ne plus donner d'argent pour les crèches parce que le revenu universel prendra tout. Donc voilà, c'est juste une question de choix. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des politiques qui ne coûteraient pas énormément à tester. C'est l'idée, par exemple, de tester des choses sur le droit du travail, comme on disait tout à l'heure. Si on testait des choses dans les PME, dans les TPE. Oui, parce que tu réduis le rôle de l'État. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, ce sont des choses qui sont testables, qui peuvent être mises en place à certaines échelles. Et donc, c'est comme ça qu'on pourra se faire une raison. Et je pense, pour terminer, et là-dessus on se rejoindra, même si on a compris qu'on n'était pas toujours d'accord sur les cheminements, l'idée de rétablir une confiance, mais il ne s'agit pas d'un slogan politique, puisque voilà, c'est pas le cas du tout, mais l'idée de rétablir la confiance entre, et ça existe dans certaines entreprises, même en France, hein, je citais des cas néo-zélandais, mais voilà, des entreprises dans lesquelles tout se passe bien, le patron est très bien avec les employés, il y a un dialogue, attention, je ne dis pas très bien parce qu'il lui refait une tape dans le dos, hein, je dis il y a un dialogue social entre les parties, il y a une codécision, etc. Eh bien, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Et des études ont montré que les jeunes étaient les jeunes salariés, les jeunes travailleurs et les jeunes cadres sont en demande de ce genre de choses aujourd'hui. C'est-à-dire dans la codécision, dans l'idée de dialogue. Voilà, on parle souvent du dialogue social, qui est une notion beaucoup utilisée dans les débats politiques, mais le dialogue tout simplement, et qui amène la confiance forcément, parce que quand vous discutez, vous êtes en mesure de partager des choses, de débattre, comme on l'a fait avec Florent. On serait capable, nous, de mener le pays dans la bonne lignée, en discutant, alors qu'à côté de ça, on n'est pas forcément d'accord sur les moyens d'y parvenir, mais en y réfléchissant, en faisant avancer le débat, on arrive à trouver des pistes à tester. Et je terminerai juste après en donnant la parole à Florence, mais qui disait que Charles Péguy, la raison unie. Voilà. Florent, C'est vrai. Charles Péguy, j'aime beaucoup les citations de Charles Péguy. toujours Non. très judicieuse. Je reste, on se rejoint, on l'a dit un peu avec Nicolas, sur le fond. Peut-être des hommes de raison. Exactement. Mais voilà, moi, la conclusion que je devrais donner sur le travail, c'est l'État doit rester une raison morale et non une raison financière. C'est pas à l'État de financer le travail. Ne Les précise entreprises pas. sont capables de le faire perd les elles-mêmes. os. Le problème, c'est qu'on bloque aujourd'hui avec trop d'administratifs, trop de décrets, trop de machins, le processus du travail. C'est un problème. Du coup, on empêche peut-être les gens de se faire confiance et de parler entre eux, puisqu'on leur donne déjà des règles comme à des gamins. On dit, tu ne dois pas faire ça, mais peut-être que si on essaie ensemble de travailler, justement, et de travailler à ça, pourquoi on n'y arriverait pas? C'est clairement libéral comme position, mais j'ai envie de l'assumer, parce que je pense actuellement que ce rôle moral de l'État doit rester,
sans pour autant qu'il y ait un rôle financier. C'est un grand changement par rapport aux politiques qu'on a connues dans le XXe siècle. Je garde cette notion gaulienne du rôle moral, où l'État doit quand même montrer une direction, tout ça, allez-y, faites-vous confiance, nous on a confiance en vous. Après, est-ce que c'est à l'État de tout payer? Le revenu universel, ça serait carrément l'aboutissement total de cette stratégie où l'État paierait tout. Puisque l'État en l'occurrence, il ne paierait pas le travail. Non, mais justement, il ne paierait même plus le travail. C'est que ça va encore plus loin. Et je terminerai, je fais court, par un exemple. Le revenu universel était déjà cité en quelque sorte en 1516. C'est vieux, hein, par Thomas More dans son livre Utopia. Utopia, oui. Qui disait « L'utopia, c'est une île où chacun est assuré de recevoir des moyens. » Mais pour moi, ça ne reste qu'une utopie. Allez, on se quitte sur ces belles phrases de Thomas More. C'est la fin de cette émission de Descartes en main. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout merci à Nicolas et à Florent. Merci Marc pour cette belle présentation d'émission. Pour cet échange, en tout cas toujours aussi intéressant. N'oubliez pas de changer d'heure ce week-end. À 2h, il sera 3h. Désolé pour ceux qui avaient des soirées qui auraient pu durer toute la nuit. Vous perdez 1 heure. Désolé Florent. On perd 1 heure de sommeil, effectivement. Encore un coup des capitalistes, voire des écologistes. J'assume la rédaction de cette phrase. Voilà, merci. Vous souhaitez participer à l'émission, apporter votre contribution, tout simplement réagir. N'oubliez pas les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et plus largement, on vous invite à venir nous voir à la maison de l'étudiant. Allez, à bientôt, bonsoir, bisous. Et n'oubliez pas que la raison unit. Et la raison unit. Comme les États. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube.